Bonsoir et bienvenue dans Culturel, la dernière émission avant les vacances d'automne. Et justement, il y aura de belles choses à vous proposer pour en profiter avec vos enfants si vous avez des vacances ou même sur les week-ends. On vous propose par exemple d'aller découvrir les monstres à Sablé. On en parlera dans un instant. L'occasion de lire et de voir des spectacles, bref, de rentrer dans l'univers de Jessie Désolé. On parlera également du manoir de la Frousse. Et bah oui, c'est aussi la thématique d'Halloween. Et le manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre revêt ses plus affreuses atours pour les vacances d'automne. On parlera aussi de la programmation de Lactalia avec leur création, mais aussi des spectacles musicaux et théâtraux dont ils nous font profiter au Mans et aux alentours. Un petit coup de parquet, un petit coup de talon pour danser le folk irlandais. Ce sera pour la 11e saison de Coup de parquet. Et puis, on ira aussi du côté de Vibray pour fêter la libération. Jérôme Côme a proposé et a créé un spectacle avec les habitants à cette occasion. On en parlera dans cette émission tout de suite dans Culturel. Et sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Roland Bouchon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Entracte et donc l'Entracte fait partie de cette folle aventure autour des monstres, comme je le disais dans le sommaire. Je dis l'Entracte parce qu'il y a aussi la microfolie de Sablé, les médiathèques, le conservatoire. Enfin, vous êtes plusieurs structures à accueillir ce projet monstrueux, alors dans le bon sens du terme, évidemment, autour de l'univers de Jessie Désolé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet? Alors, le Club des Monstres, vous l'avez très bien dit, c'est avant tout la rencontre avec une illustratrice de talent, Jessie Désolé. Et ça s'est passé en plusieurs phases. La première phase, c'est on était allé voir tout simplement un travail déjà d'un chorégraphe, Kader Atou, à travers un spectacle qui s'appelle Le Murmure des Songes. C'était à peu près il y a un an. Et quand je suis allé découvrir ce spectacle, le chorégraphe avait travaillé avec une illustratrice. Et j'ai découvert à ce moment-là le travail de Jessie Désolé. Et à travers le spectacle, j'ai rencontré des monstres qui, paradoxalement, étaient plutôt attachants. Et donc, j'étais curieux. Nous sommes allés voir un peu le travail de cette illustratrice. Et on l'a présenté donc à Sablé, à tous les équipements culturels avec lesquels on avait envie de travailler. On a eu l'idée de faire, et c'est le Club des Monstres, un travail tout autour de cet artiste-là. Et donc, on l'a invité pendant 3 semaines à venir nous voir et on a réfléchi à plusieurs, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire autour de ce travail pour le faire découvrir aux plus petits comme aux plus grands. Oui, c'est ça. Alors, j'allais le dire parce que j'ai parlé aussi tout à l'heure du manoir de la Frousse. Même si c'est la période des monstres Halloween, là, c'est des monstres plutôt amusants, attachants en tout cas. C'est un univers fantastique, on va dire, plutôt avec des personnages inventés dans lesquels on peut évidemment, nous, grands enfants, se plonger en tant qu'adultes. Mais dès le plus jeune âge, dès 3-4 ans, on peut déjà rentrer dans l'univers des livres illustrés de Jessie Désolé. Tout à fait. Et en plus, on peut encore aussi découvrir les différentes techniques qu'elle a. Et ça va au-delà simplement de la pastel de couleurs, ou peut-être qu'on pourrait penser à lithographie. Et en fait, elle fait par exemple un travail avec des bics. Et elle vous montre à travers certaines de ses œuvres toutes les choses merveilleuses qu'on peut faire avec notre bic. Et ça nous rappelle aussi ce qu'on pouvait faire parfois à l'école, qu'on s'ennuyait. Et donc, elle a aussi des techniques que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et donc, oui, tout ce travail fantasmagorique. Et donc, il y a 3 semaines d'exposition qui sont faites à l'apostrophe avec la scène Joël Le Teul, l'Entracte, la médiathèque conservatoire, à la microfolie en centre-ville, où il y a 2 lieux d'exposition. Donc, visite animée. Vous pouvez venir, en tout cas, depuis maintenant une semaine, découvrir ce travail dans 2 lieux d'expo. Et puis, il y a eu plusieurs choses qui vont se mettre en place. Donc, des visites guidées. Donc, on a
toutes les médiatrices de ces différents équipements qui se sont donné rendez-vous pour expliquer. Et bien sûr, le travail d'illustratrice, ça interroge la médiathèque, parce que sur l'illustration et sur les contes, il y a vraiment beaucoup de passerelles à faire. Le conservatoire aussi, ça les a énormément inspirés. Et puis, nos professeurs de danse ou nos professeurs d'art plastique, avec les dessins, se sont rejoints. Donc, on a fait un magnifique vernissage déjà. Et puis, les familles, petit à petit, découvrent ce travail. Alors, on a toutes les vacances pour profiter de l'exposition. Et puis, il y a des ateliers. Samedi, il y a par exemple un atelier danse avec une danseuse du spectacle dont on va parler après, qui aura lieu dimanche. Voilà, c'est plein d'animations qui sont gratuites sur réservation. C'est vraiment ouvert au plus grand nombre. Avec ces visites guidées, on peut coupler justement une visite guidée, un atelier et un grand temps fort, on va dire, dimanche, puisque ce dimanche 19 octobre, on peut profiter de lecture. Des livres avec justement ces œuvres monstrueuses, des présentations dansées, des ateliers d'art plastique et tout ça avant le spectacle. C'est-à-dire qu'on peut vraiment passer l'après-midi au Club des Monstres. C'est ça. En tout cas, pour dimanche, vous l'avez très bien décrit, c'est-à-dire que vous pouvez venir dès le début d'après-midi et vous pouvez choisir pendant 2 ou 3 heures. Une famille qui vient avec des enfants, ou même sans enfants, vous l'avez dit, va pouvoir un peu choisir, toucher, comme avec l'idée de mettre un peu l'eau à la bouche et de toucher tous les aspects du spectacle qu'on verra à 17h, qui clôturera en tout cas cet après-midi. Donc, que ce soit le samedi, même demain, ou aujourd'hui c'était le cas, les familles peuvent venir et c'est des parcours culturels qui sont mis en place, vous l'avez très bien décrit, où on va pouvoir venir picorer à travers la médiathèque, le conservatoire, avec la danse, ainsi de suite. Donc, les familles peuvent venir demain, samedi ou dimanche, avec cet état d'esprit en disant « je peux passer une demi-journée et toucher différentes disciplines artistiques ». Et le dimanche, vous l'avez dit, c'est... les danseuses de la compagnie vont venir aussi donner quelques clés de compréhension de ce spectacle. Tout va nous concourir à nous amener à ce spectacle qui va clôturer en tout cas cette première semaine, puisque l'exposition dure encore un peu plus tard pendant toutes les vacances. Mais dimanche, voilà, on va rendre à César ce qui est à César et remercier Kaderatou et la compagnie Acrorap qui va venir faire ce spectacle à partir de 17h, Murmure des songes. C'est ça. Alors, juste avant qu'on parle du spectacle, ce que je voulais insister, parce que c'est vrai que c'est des propositions relativement originales, dans le sens où parfois, avec des plus petits, c'est parfois un peu difficile d'aller jusqu'à la salle de spectacle ou de faire le lien justement entre l'histoire du soir, le livre, le dessin, etc. Là, c'est l'occasion, alors du plus petit au plus grand, évidemment, parce que nous non plus, on ne sait pas forcément comment ça se construit, vous le disiez vous-même, on fait des découvertes pendant les spectacles, mais ça permet voilà, de lire un livre, de peut-être rencontrer les images et ces fameux monstres avant le spectacle, et ça fait voilà, un petit crescendo jusqu'au spectacle si vous voulez y aller en famille. Je pense que ça, c'est important aussi, cet accompagnement vers le spectacle vivant, pour des gens qui seraient plus à l'aise d'aller, par exemple, lire un livre dans une médiathèque que d'aller pousser la porte d'une pièce de spectacle. C'est une formule, en tout cas c'est une façon de procéder qui est chère, en tout cas à l'entracte, et je dis à l'ensemble aussi des équipes éducatives qui ont travaillé avec nous. C'est bien cette préparation que vous avez bien décrite qui amène à... alors des fois, fut un temps, on faisait juste la pause gourmande, et elle est ô combien importante, parce qu'elle permet de se poser et de préparer, comme vous l'avez dit, le fait qu'on va ouvrir les portes du théâtre et qu'on va rentrer. Et on l'a vu, à chaque fois qu'on pouvait se permettre de proposer ça aux enfants et aux familles, on a une qualité d'écoute et de réceptivité, une disponibilité qui est accrue. Alors tant qu'on peut le faire et dès qu'on peut le faire, on le fait. Et en plus, ça a été fait l'année dernière aussi autour de la thématique d'Halloween et d'autres spectacles. On l'a vu, en fait, tout le plaisir des familles à rentrer dans le spectacle comme un aboutissement d'un après-midi. C'est ça. Et pour tout le monde, hein, encore une fois, pour les petits comme pour les grands. Je vous propose qu'on regarde le teaser de Murmure des songes ensemble, on va en parler.
Alors, c'est vraiment l'univers de l'enfance qui est convoqué ici. Et en tant qu'adulte, de retrouver peut-être nos rêves ou nos monstres d'enfants. Et on voit bien qu'on n'est pas dans une interprétation littérale d'une histoire de monstre, mais vraiment dans un univers qui est à la fois très contemporain et très onirique. Voilà, vous l'avez dit, avec très poétique. Kader Atou donc voulait, à travers cette création, donc revenir dans cette période d'enfance où les créatures imaginaires étaient nombreuses parfois dans ses rêves. Donc on le voit de manière très furtive. Kader Atou, c'est avant tout de la danse hip-hop, de la danse urbaine, qui va être mis donc au service de ces souvenirs de rêves d'enfance et de ces créatures imaginaires qu'on voit là très bien à l'écran. Et ces créatures sont animées sur l'arrière-scène et parfois sur, je ne raconte pas toutes les surprises aussi, les techniques, avec beaucoup de techniques qui permet de rentrer vraiment dans ce monde onirique, comme vous l'avez dit. Et c'est ce mélange, en fait, ces deux mondes fonctionnent. Voilà, ça fonctionne très bien. Et oui, on rentre dans le rêve et bien sûr, on va faire toutes les passerelles avec nos propres rêves. Et on va s'amuser et on va être touché par ces créatures qui sont animées, qui vont venir faire des clins d'œil. On le voit de manière très furtive. Alors c'est ce que j'allais dire, parce que des fois, c'est vrai, les teasers comme ça sur le spectacle vivant, forcément, ça aplatit entre guillemets l'image. On est dans une interaction avec le public, avec des systèmes maintenant qui permettent de travailler l'image pas en unique projection. On voit bien qu'il se passe des choses. Il y a des masques aussi qu'on a vu passer. Enfin, j'ai pas vu le spectacle, mais c'est vrai que ça donne envie. Et l'ouverture peut-être aussi d'une danse urbaine qui peut-être peut parler un peu plus facilement à un jeune public, ou en tout cas faire moins râler des ados qu'on emmènerait le dimanche à 17h voir un spectacle. Oui, après ça fonctionne parce que Kader Atou a l'intelligence de ne pas faire une danse descriptive, c'est une danse narrative qui va vraiment se mettre au propos de partager avec nous les envies ou les émotions en tout cas du jeune qui est en train de dormir et avec qui on va vivre ce rêve, en tout cas son rêve. Donc c'est pas non plus une musique qui vient illustrer une danse, donc on est vraiment dans deux disciplines, en tout cas le travail de Jessie et les personnages de Jessie. Alors le teaser à cet endroit met beaucoup plus en valeur de mon ressenti la danse, mais quand on rentre, la première chose qu'on voit et en tout cas c'est la surprise qu'on vous propose, on rentre avant tout dans un rêve et dans un imaginaire que je vous laisserai en tout cas découvrir. Et on pourra découvrir donc soit en amont, soit en aval l'exposition qui est jusqu'au 31 octobre, jusqu'à la fin des vacances scolaires, avec plein d'ateliers. On vous l'a dit, vous allez sur le site de l'Entraque, tout est détaillé pour connaître les horaires, et il y a même des stages de sophrologie. Bref, il y a plein de choses et plein de petites surprises. Vous l'avez bien compris, c'est parfait pour démarrer ces vacances d'automne. Rendez-vous donc à Sablé samedi et dimanche, notamment pour le spectacle Le Murmure des Songes. Merci d'être venu nous parler de ce beau projet. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et puis nous, on continue dans votre programmation de cet automne, tout de suite dans Culturel. On va parler théâtre et spectacle dans un instant avec Philippe Corbet. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Actalia. Mais avant, je me tourne vers Maël Leray. Bonsoir. Bonsoir. Responsable du manoir de la Cour, le manoir de la Frousse pendant ses vacances. Alors déjà, pour recontextualiser pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, Asnières-sur-Vègre, le manoir, un manoir médiéval avec une exposition permanente ouais. Qui nous emmène déjà au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. Donc, le manoir de la Cour, c'est un manoir de la fin du XIIIe siècle, construit par les seigneurs d'Asnières, les chanoines du Mans. Donc, c'est des Manceaux, les seigneurs d'Asnières. Et c'est dans un cadre assez sympa, puisque c'est un village médiéval. Le terme n'est pas galvaudé, puisqu'il y a énormément en fait, de maisons médiévales, mais aussi donc, une église avec des peintures murales assez incroyables et qui va réouvrir d'ailleurs au public l'année prochaine, après des restaurations, un pont médiéval. Enfin, voilà. Tout
tout un environnement très sympa. Et donc le manoir de la Cour a été restauré et ouvert au public depuis bientôt 10 ans. On fêtera les 10 ans d'ouverture là au printemps 2026, avec un parcours qui va expliquer l'histoire du lieu, mais également l'histoire du village et puis de sa restauration. Et puis également comment fonctionne un manoir au Moyen-Âge, parce que c'est différent d'un château. Nous, c'est pas un château fort, donc on va pas trop parler de militaires. En fait, on parle vraiment de la vie quotidienne, que ce soit des seigneurs, mais également des paysans, enfin voilà, des habitants en fait du village d'Asnières au Moyen-Âge. Alors il y a plein d'animations tout au long de l'année et c'est vrai que c'est intéressant pour tous les publics, y compris le jeune public, de passer l'étape du château fort et du chevalier, pour résumer, et de comprendre comment ça, voilà, comment étaient régis les villages comme ça avec les seigneurs, etc. Et l'exposition pour ça est très bien faite. Mais depuis, alors c'est la combienième édition, le Manoir de la Frousse ? C'est la 10e édition pour les enfants. Vous avez pris le parti pendant ces vacances d'automne de vous transformer en Manoir de la Frousse pour Halloween et pour faire peur. C'est ça, donc c'est parti au départ uniquement pour les enfants, donc il y a bientôt 10 ans effectivement. Manoir, forcément, on pense manoir hanté, donc autant aller à fond dans les clichés, vu que toute l'année on parle de choses sérieuses, sourcées historiquement, on va dire pendant une semaine par an, en fin de saison, on se défoule. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de succès parce que je pense que les personnes aiment en fait ce mélange d'escape game et de parcours épouvante. Ouais, alors il faut dire aussi que toute l'équipe joue le jeu, on le voit à votre sourire, mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est bien porté aussi par l'équipe du manoir. Alors, je spoil direct pour les adultes, le manoir de la terreur, c'est complet, comme vous le dites, limite il faut prendre ses places pour l'année prochaine. c'est un peu l'idée. Mais alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le manoir de la Frousse pour les moyens, c'est la flippette pour les tout petits. Ouais, 3-7 ans, flippette, tout à fait. Et Frousse, ensuite, manoir de la Frousse pour les 8-12 ans. Et après, plus de 13 ans, normalement, c'est manoir de la terreur, mais c'est encore une fois victime de son succès, et donc on est déjà complet. Alors, ça veut dire que le manoir, il est habillé pour l'occasion, oui. Il est hanté, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, alors on peut pas le visiter comme un visiteur habituel à ce moment-là. On ferme au public le 22 octobre. Et vraiment, les 10 derniers jours d'ouverture, c'est uniquement pour des animations qui sont sur réservation avec des petits groupes en fait qui vont parcourir le manoir. Il y a différentes salles, un peu comme un escape game, sauf que c'est un escape game épouvante, donc forcément. Alors si vous n'avez pas envie d'avoir peur, faut pas venir. C'est pas la peine. C'est pas du tout l'idée. Évidemment, quand c'est pour les 3-7 ans. Oui, c'est ce que je veux dire. La flippette 3-7 ans, peut-être. C'est adapté. Alors les cauchemars sont gratuits, sont fournis avec, mais par contre évidemment on adapte quand même en fonction des âges. Donc 3-7 ans c'est 2 jours, 3-5 ans l'après-midi c'est 2 jours, 5-7 ans il commence à faire un peu nuit, mais ça fait pas très peur, juste l'environnement et le décor c'est tout à fait suffisant pour faire pour déjà mettre dans l'ambiance. Pour les 8-12 ans c'est un peu différent, donc le manoir de la Frousse là ils sont plus grands, normalement ils sont un peu plus chevronnés et donc les épreuves sont un petit peu plus costauds forcément. Oui, ils sont un peu plus investis, ils participent plus. C'est ça. Et donc là, ils vont voir plein de personnages assez menaçants, mais ils ont des épreuves quand même à faire. Donc les parents qui les accompagnent ont également des épreuves à réaliser, on les oublie pas. Et l'idée, c'est à chaque fois de réaliser des petites épreuves et ensuite de passer dans la salle suivante, en essayant, parce qu'on ne sait pas s'ils vont réussir à sortir, on peut avoir un taux de perte, on ne sait pas trop. Et là, donc l'idée, c'est qu'il y a une enquête qui va être menée, puisqu'il y a des disparitions inquiétantes sur Asnières, même des cadavres qui ont été retrouvés. Donc il va falloir tout de suite enquêter avec un enquêteur qui est avec eux pour savoir ce qui se passe. Et ensuite, là, c'est la surprise, ils verront bien s'ils arrivent déjà à ressortir du manoir de la Frousse. Est-ce qu'il y a un cachot au manoir de la Cour ? C'est possible, il y en a eu. Là, j'ai encore des petites peluches puisque j'ai fini de monter la cage tout à l'heure, donc c'est possible qu'il y en ait. Ouais. À découvrir. Il y a des ateliers aussi pour des masques et des photos forts autour de la thématique en début de vacances. Ça, il y a encore des places. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a les ateliers, ça va être le lundi, donc c'est l'avant-dernier jour d'ouverture classique. Les ateliers sont plutôt sur réservation, tout simplement parce qu'il y a une jauge et si on vient et que c'est complet, s'il y a de la place, c'est bon, mais si c'est complet, c'est dommage. Et avant ça, ce week-end, on va également avoir une petite visite nocturne. Donc ça, c'est samedi à 19h sur les peurs du Moyen-Âge. Oui. Donc là, l'idée, c'est pas de traumatiser tout le monde. On fait ça qu'une fois par an. Mais par contre, d'aller faire un petit tour quand même dans les ruelles d'Asnières, dans les petits chemins creux, de faire un petit tour au manoir et d'évoquer ce qui fait vraiment peur au Moyen-Âge pour montrer un peu la différence. Et en fait, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, là, c'est patrimonial. C'est de découvrir l'histoire, entre guillemets, de la peur qui a forcément évolué puisque les croyances n'étaient pas les mêmes et les savoirs n'étaient pas les mêmes, évidemment, au Moyen-Âge et aujourd'hui.
Ouais, les savoirs, la culture, et donc on va retrouver des choses un peu identiques, hein, la peur du chômage, du déclassement social, ça c'est des choses qui existent aujourd'hui et qui existaient au Moyen-Âge. Par contre, la peur du diable, la peur des revenants, alors les revenants à voir, mais oui, ça peut être un peu différent. La peur du loup également qui évolue, à un moment on n'a pas peur, après on a de nouveau peur, et il y a des raisons pour ça, enfin voilà, tout ça, l'idée c'est d'évoquer un peu ces différentes peurs. Et justement, ça nous fait réfléchir aussi, nous, en tant qu'adultes, d'étudier comme ça d'autres périodes de notre histoire. Peut-être ça nous fait remonter sur des souvenirs. En tout cas, voilà, c'est un lieu dont on peut profiter, soit ce week-end avec ces visites, ces ateliers lundi, ou après avec la frousse, si vous avez des enfants et que vous n'avez pas trop la frousse de les accompagner, du coup. On réserve donc, on va sur le site du Manoir de la Cour, on vous appelle pour prendre les réservations. On peut réserver directement sur le site, en fait, il y a un onglet. Après, les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec Internet, évidemment, on répondra au téléphone, il n'y a pas de souci. Et il restera juste un petit rendez-vous du Moyen-Âge ce dimanche également sur la musique au Moyen-Âge. Sur la musique au Moyen-Âge, donc à découvrir. C'est une bonne idée de sortie pour ce début de vacances. Donc voilà, vous avez de belles choses à faire ce week-end et la semaine suivante. Sans transition, parce que je pense que ça ne fait pas trop peur pour l'instant, la programmation. Philippe Corbet, Lactalia, ça continue évidemment au Mans et aux alentours, puisque maintenant, en attendant d'avoir peut-être un jour une salle dédiée, vous allez à Collen, à la salle des concerts, à la chapelle Saint-Aubin, donc on peut voir vos pièces un petit peu partout. Avec déjà début novembre, la reprise de Toc Toc, qui est une de vos créations. Effectivement, c'est une pièce qu'on joue depuis plusieurs années. On se dit toujours qu'on va l'arrêter et en fait, bon, il y a des demandes. Là, on va jouer à l'Orée du Bois, à la chapelle Saint-Aubin, on va jouer à la salle Henri-Salvador. Alors, je dis une de vos créations. Je rappelle quand même que c'est une pièce de Laurent Baffy. C'est une création Lactalia, qui est évidemment voilà, très drôle, très humoristique. Oui, effectivement, c'est pour ça que ça marche bien et qu'on la joue depuis plusieurs années. C'est le contexte, c'est 6 patients dans une salle d'attente qui sont tous atteints de TOC, donc on peut se douter que ça va être très animé dans la salle d'attente, quoi. Donc ça, c'est la première création de Lactalia. Il y en aura 6 présentées cette année. Donc c'est un record pour nous de présenter 6 créations dans l'année. Enfin, avec 2 reprises, dont on parlera plus tard, je pense, dans la saison. Alors, vous proposez aussi le 14 novembre un spectacle qui a l'air assez incroyable, qui s'appelle Les Secrets de la Méduse. C'est un spectacle qui, comme son nom l'indique, s'inspire du tableau Le Radeau de la Méduse et qui proposerait l'histoire par l'un des survivants de cette scène. Voilà, c'est ça. C'est une histoire vraie en plus. Hein. Donc, ce fameux tableau là, que tout le monde connaît, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé sur ce radeau. Et toute cette pièce est racontée par Pierre-Laurent Cos, qui est un des rares survivants de ce radeau, sur lequel il y avait à peu près 160 personnes. Et du début jusqu'à la fin, on est embarqué dans cette histoire avec ce comédien qui est incroyable. Hein. Il a eu une nomination pour les Molières, il ne l'a pas eu, mais il a eu une nomination pour les Molières. Un comédien incroyable, et les gens sont scotchés, les gens s'accrochent à leur fauteuil d'un bout à l'autre. On revit avec lui tous ces moments qui sont tragiques. Hein. C'est dramatique ce qui s'est passé sur ce radeau, hein, ça va jusqu'au cannibalisme, enfin c'est incroyable. Donc c'est vraiment une pièce, alors on n'est pas dans la comédie hein, évidemment, oui, dans une pièce, mais on peut y aller avec les enfants. D'ailleurs, s'il y a même des enseignants qui veulent, parce que c'est historique aussi, oui, hein, c'est ça. toute cette histoire autour du tableau, je conseille les établissements scolaires de venir aussi avec des enfants, parce que c'est historique, c'est très riche, hein, on est emmené dans cette aventure. Je crois que ça fait peur aussi, hein, il y a aussi une terreur dans cette traversée là, qui s'est mal terminée, ce bateau qui a sombré, et ce radeau qui a été construit à la va-vite pour sauver ces navigateurs. Alors ça sera le 14 novembre à la salle des concerts au Mans. Vous nous proposez aussi à la chapelle de l'Oratoire des rencontres musicales et le 16 novembre avec Jean Dubé. Là aussi un choix d'artistes assez exceptionnels au piano. Oui, effectivement, on a toujours dans le cadre de notre saison, on a toujours du théâtre, parfois de la danse. Enfin, nous, c'est assez éclectique, mais on fonctionne au coup de cœur. Quand on va à Avignon, quand un spectacle nous plaît, que ce soit de la danse, du cirque ou du théâtre, voilà, on programme comme ça. Et Jean Dubé, c'est quelqu'un qu'on a fait déjà venir. C'est un virtuose hein, qui joue qui joue partout dans le monde et qui là va nous proposer un concert assez original parce qu'il y a de la musique, il y a des grands classiques hein, qui vont être joués. Il y a du Chopin, il y a du Ravel, je crois, du Brahms, mais il y a aussi des musiques de films.
Donc je pense on essaie toujours de réconcilier les gens et les jeunes aussi avec la musique classique. Ouais. C'est pas toujours évident, puis c'est pas toujours mis en avant. Hein. Il y a de moins en moins de place pour la musique classique. Hein. Mais là, avec toutes ces musiques de films, même de films récents, hein, qui sont reprises et arrangées par Jean Dubé, je pense qu'on a vraiment un spectacle avec une belle ouverture. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Voilà, il y a pas mal de vidéos pour déjà vous donner un avant-goût et peut-être justement convaincre encore une fois d'autres publics, vos ados, vos plus jeunes, de venir avec vous à ce spectacle-là. Après, justement, à la salle Henri Salvador à Coulennes, vous allez présenter Compromis, qui est aussi là l'une de vos créations. Une création qui n'a encore jamais été jouée, donc on est en pleine répétition. D'ailleurs, j'en arrive et j'y retourne juste après l'émission. Donc là, c'est une pièce de Philippe Claudel. Alors on repart dans le registre de la comédie, mais on est loin du vaudeville. Hein. Oui, c'est un peu sarcastique. Oui, c'est très sarcastique. Hein. C'est deux socialistes. Ça se passe juste avant l'élection de François Mitterrand en 1981. Donc, ils sont réunis et qui attendent à la veille de cette victoire qui s'annonce pour François Mitterrand. Ils sont prêts à sabrer le champagne. Mais il y en a un des deux qui a un appartement à vendre. Il s'avère qu'en fin de compte, cet appartement, malgré tout, a quelques vices cachés, comme du plomb, de l'amiante. Et ils vont recevoir un pigeon, en fait. Ils sont complices tous les deux. Les deux amis qui se reçoivent sont complices, recevoir un pigeon qui vont essayer d'arnaquer. Donc, à travers ça, il y a une certaine critique malgré tout du socialisme, parce que ces gens qui se disent portés par des mouvements sociaux, portés par un socialisme pur, ne l'appliquent pas eux-mêmes. Ça s'applique pas eux-mêmes, mais en fin de compte, il y en a un qui est vraiment pourri dans l'affaire, parce qu'il veut arnaquer ce pauvre... Cette personne qui va arriver. Et il y a plein de quiproquos dans cette pièce qui fait que c'est vraiment... Alors c'est écrit finement par Philippe Claudel, et il y a plein de rebondissements qui vont vraiment emmener les spectateurs dans le rire ou dans le sourire, ou même dans l'explosion de rire par moment, parce que cette personne qui au milieu est un petit peu naïve se laisse embarquer et croit à n'importe quoi. Donc c'est facile pour les deux autres. Ouais. Et puis ces deux personnes qui ont des parcours qui sont pas flamboyants particulièrement, et donc du coup c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose sur les non-dits, ou peut-être des choses qu'on ne s'avoue pas ou qu'on n'avoue pas assez proches. Donc il y a des sujets encore une fois universels, comme vous le disiez, qui peuvent s'appliquer tout à fait à aujourd'hui. Donc peut-être des fois on rit un peu de nous-mêmes. Ah, tout à fait, hein, parce qu'on s'y retrouve plus ou moins. Qui n'a jamais fait une compromission? Alors la pièce c'est compromis, mais c'est compromis. Il y a une allusion au compromis de vente, mais il y a une allusion aussi au compromis qu'on est amené à faire dans la vie quand on a un ami qui n'est pas forcément très honnête, mais ça reste un ami. Jusqu'où peut-il aller pour rester notre ami? Voilà, c'est tout ce qui est sous-jacent sous cette pièce et qui la rend très riche en fait. À conseiller donc à tous ceux qui travaillent dans l'immobilier. Non, je rigole bien sûr, à tout le monde. Toc Toc, on en a parlé tout à l'heure, la chapelle Saint-Baudouin. Et puis, je voulais qu'on parle aussi le 13 décembre. Vous avez un concert des Frères Jarry à la salle des concerts qui s'intitule Johnny Hallyday, qui a l'air assez surprenant, qu'on soit fan ou pas de cet artiste. Alors effectivement, parce que c'est une reprise des Frères Jarry, qui a un violoncelliste rock, on va dire, et un pianiste classique, qui nous ont fait plusieurs adaptations. Ça fait 6 fois qu'on les fait venir. Ils sont venus plusieurs fois avec un hommage à Queen, ils sont venus avec un hommage à Elton John, et là ils reviennent avec un hommage à Johnny Hallyday. Et donc, ce qui est assez... Il y a une ambiance, parce qu'ils l'ont déjà tourné depuis quelques temps, mais chaque fois qu'ils viennent... Alors, il n'y a pas de chanteur dans cette... C'est un violoncelliste et un pianiste. Mais le public se met à chanter d'un bout à l'autre du spectacle. Les gens... Johnny, ça reste quand même une référence. Les gens... Il y a beaucoup de gens qui adorent Johnny. Il y a des détracteurs, sûrement. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a suffisamment de fans de Johnny pour remplir les salles. Et c'est un spectacle qui emmène le public. Il y a une ambiance, on ne l'a pas vécu encore, hein, mais les deux musiciens nous ont dit que c'est incroyable. Il y a des moments où on peut s'arrêter de jouer, les gens chantent dans la salle. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, même les musiciens ont assez de matière avec cette légende et ces sonorités pour en faire un spectacle et emporter les spectateurs avec eux. Donc c'est ça aussi un petit peu l'idée de cette légende, de ces icônes musicales qui, au-delà du personnage, deviennent vraiment permettent de faire un spectacle même sans être chanteur.
Oui, tout à fait. Hein. C'est toujours assez original, hein, parce que Queen, on s'attend à voir quelqu'un qui va chanter, Elton John aussi, Johnny Hallyday peut-être encore plus, mais pas du tout, quoi. Et c'est ça qui rend le spectacle très original. Et chaque fois que les gens maintenant au moment connaissent bien les frères Jarry, chaque fois qu'on les programme, normalement, on est plein, archi plein. Donc je pense que celui-ci, en plus de Johnny, on va attirer un public qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Vous allez faire je pense qu'il faut réserver d'autres heureux. Donc vous l'avez compris, il n'y aura pas de voix de Johnny Hallyday sur scène, mais on va évoquer le chanteur. Ça, c'est le 13 décembre à la salle des concerts, avec tous les autres spectacles dont on a parlé jusqu'au début de l'année prochaine. Et puis vous viendrez nous parler des suivants. Vous allez sur le site de Lactalia, sur les réseaux sociaux, vous prenez vos places dès maintenant. Vous avez compris, c'est au Mans, c'est à Coulennes, à la chapelle de l'Oratoire, à la salle des concerts, un petit peu partout. Vous retrouvez toute la programmation. Merci d'être venu nous parler de ces prochains spectacles. Bon manoir de la Frousse, Maël Leray. On se retrouve quand le manoir aura revêtu ses habits de lumière. Et nous, on continue tout de suite dans Culturel. On va en parler dans un instant, mais il me semble que j'ai un personnage de la libération de Vibré. Jérôme Combe, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous en dire plus dans un instant, mais avant, je me tourne vers Cindy Krasna. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du festival Coup de Parquet, qui revient donc ce 31 octobre, 1er et 2 novembre, oui. Donc à la fin des vacances d'automne. La 11e édition déjà. Alors on disait hors antenne, on souriait, je fais une transition avec le plateau précédent puisque votre affiche s'inspire librement du radeau de la Méduse. Peut-être pour ceux qui auraient raté les 10 éditions précédentes, oui. Nous redire ce qu'est Coup de Parquet. Alors Coup de Parquet, c'est un carrefour des rencontres de musique, de chant et de danse traditionnelle autour de l'Irlande, de la Bretagne et du folk. Voilà, ça dure 3 jours, il y a des balles, il y a des stages, un film au cinéma, une soirée concert avec des Irlandais, une soirée bal folk fest-noz avec des Bretons et des gens du pays, quoi. Et ensuite un bal irlandais pour clôturer avec un danseur de Belfast. Alors, ça commence le vendredi avec un concert donc irlandais. Alors, je dis concert parce que évidemment, ça danse pendant Coup de Parquet, mais on n'est pas obligé d'être danseur pour venir. Je le répète chaque année, mais c'est important. Et peut-être parce que je me sens concernée, je le précise pour les téléspectateurs. Voilà, ça peut monter en puissance. Évidemment, c'est un rendez-vous pour ceux qui aiment ça, mais on peut tout à fait évidemment en profiter juste en regardant ou en participant à sa manière. Et donc là, il y a un concert avec une première partie et un concert irlandais en trio. Oui, en fait, le trio qui est géré par David Munnelly, accordéoniste et chanteur, c'est un musicien qu'on aime particulièrement. Il vient pour la 5e fois à Mamers. On a fait des petits concerts privés, un concert au Madrigal, au Petit Manoir, un concert à Pervenchère dans une église. Et vraiment, j'avais à cœur de le faire revenir parce qu'il est en trio cette fois-ci. Il revient avec Katrina, qui est une chanteuse du Connemara, donc avec des chants gaéliques qui vont nous faire un petit peu planer. Et Mick Connolly, qui est bouzoukiste et violoniste, quelqu'un qui est très connu par rapport au groupe Dedanan, un groupe de tradition irlandaise et qui a joué longtemps dans le pub Ticoli à Galway. Donc voilà, nous on les a vus cet été au Monroe's Pub et vraiment on est très très content de proposer ce trio. Et la première partie, c'est un ami à nous qui arrive de Morlaix et puis il a fait un petit concert solo à Mamers au printemps dernier. Il n'y a pas eu trop de foule, donc c'est l'occasion pour lui de passer en première partie d'un super groupe irlandais qu'il affectionne aussi et pour lui donner l'occasion de passer devant un peu plus de monde. C'est ça, et de voilà. Faire la passerelle. C'est ça. Alors, le samedi 1er novembre, là c'est le bal folk et fest-noz à la salle des fêtes, je vais y arriver, avec là pour le coup vraiment l'aspect festif comme en Bretagne ou en Irlande, voilà. dans la pure tradition. C'est ça, donc 4 groupes qui vont se succéder sur la scène. On va commencer par le duo Grand Loup, un pianiste et une violoniste. Donc là, c'est un groupe que les folkeux
Les folkeux apprécient vraiment pour bien lancer la danse sur le parquet. Là, dans la très belle salle de Mamers, on affectionne vraiment cette salle des fêtes. Je tiens à le redire au plateau aujourd'hui parce que l'espace Sogona ne plaît pas. Donc les gens aiment bien un petit peu rêver, danser dans une vieille salle que nous décorons un petit peu de façon bucolique. Ensuite, on a un deuxième groupe qui est le duo Du Rêve Congrégat. Donc, nous arrive de Rennes. Donc, moi, je connais plus Jérémy en guitariste solo. Et là, vraiment pareil, duo accordéon-guitare avec un peu d'effets spéciaux qui permettent de faire planer les danseurs. Le troisième groupe, c'est un groupe qui m'a sollicité spontanément, un duo de Lille avec une vielle à roue et un accordéon chromatique. Je ne les connais pas, mais c'est une nouvelle scène, ce sont des jeunes et donc pour les lancer et les faire connaître, c'est parfait. Et ensuite, on finit bien sûr avec le Carrément Chaud. Pourquoi je dis ça? C'est un groupe très connu de la scène bretonne depuis les années 90. Ils sont passés plein de fois au Festival interceltique de Lorient, au Cornouailles à Quimper, à Yaouank au niveau du tremplin. Là, il y a un gros festival aussi sur Rennes. Et donc, on ne les a jamais invités. Et donc, on va clôturer avec eux jusqu'au bout de la nuit. Alors ça me fait penser, quand vous parlez des différents festivals, que vous m'avez envoyé en préparant cette émission une petite carte de France avec tous les lieux et coup de parquet à Mamers est noté comme un rendez-vous folk notable, incontournable de la carte qu'on voit s'afficher. Alors le dimanche, on est plus sur une après-midi avec des sessions, avec une session à 14h30 à la salle des fêtes. Alors 14h30, c'est le bal irlandais, mais il y a un apéro-session à 11h, où là, les musiciens du week-end se rejoignent et jouent librement le répertoire irlandais. Et ensuite, le bal est mené par notre groupe local, The Unlikely Kelly Band, par Günther Schmidt, que vous connaissez bien, qui était déjà passé sur le plateau. Et en général, ça regroupe une dizaine de musiciens. Et cette année, nous avons la chance de garder les Irlandais tout le week-end. C'est-à-dire que Dave Munnelly va être présent avec son accordéon, Mick Connolly avec son violon, et ils vont participer à l'orchestration de ce bal. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le bal irlandais est collé. C'est-à-dire qu'il y a un animateur de danse, un maître à danser, qui est micro-casqué et qui donne tous les pas en fonction des morceaux joués, avec des quadrilles qui sont très 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 réputés et codés en Irlande. C'est comme un programme de danse que les gens apprennent tout au long de l'année dans des ateliers de danse irlandaise. Je le fais aussi, voilà, sur Mamers. Et nous partons en Irlande apprendre ces sets. C'est du set dancing. Et donc c'est Tim Flaherty qui vient pour la deuxième fois de Belfast pour animer et le bal et le stage du samedi après-midi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On peut faire le stage le samedi après-midi pour pouvoir le dimanche se mettre à danser. Il y a un flash mob, il y a plein de... Dans les cafés de la ville aussi, vous investissez des petits endroits où on peut se retrouver. Vous l'avez dit, les Irlandais sont là pendant tout le week-end, les Bretons et puis tous ceux qui se retrouvent autour de... Pour donner une belle énergie collective, c'est important. De cet univers. Alors, il y a aussi, et je trouve que c'est assez représentatif finalement de ce que vous voulez proposer, un film qui est Kneecap, qui est l'histoire d'un trio de rappeurs irlandais qui veulent défendre leur langue. Et c'est vrai que, alors, moi j'ai vu que la bande-annonce, mais ça joue sur l'incompréhension qu'il pourrait y avoir entre l'anglais, enfin la langue de la royauté britannique et l'irlandais. La langue maternelle, le gaélique. Voilà, c'est ça. Comme un peu, on a des fois le cas en Bretagne avec des Bretons qui ne comprendraient pas le français. Et ça amène évidemment, alors déjà c'est dans le milieu culturel avec cette scène de rap et ça amène des histoires, des quiproquos, des tensions. Mais c'est intéressant justement de montrer que ces questions-là existent encore aujourd'hui et voilà, qu'on les prenne ou pas au sérieux. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir et qu'on peut découvrir. Oui, et puis c'est un film qu'on a voulu proposer parce que nous, on l'a découvert au festival Mamers en mars. Et il a été voté comme pour le prix des lycéens, le meilleur film des lycéens à Mamers. Et comme nous sommes aussi en lien avec la cité scolaire et la section cinéma et que Sylvain Sellos programme avec nous tous les ans des films, on a voulu le proposer parce que vraiment ça a eu du succès et puis aussi amener peut-être aussi les jeunes de Mamers à venir à notre festival parce qu'on a envie que ce festival s'ouvre sur l'ensemble des populations pour tous les âges. Et puis le bal, c'est pas quelque chose qui est réservé aux vieilles personnes, on a aussi de plus en plus de jeunes qui arrivent à ce week-end. Et pour cette année, la buvette, elle va être confiée à une équipe de jeunes, vraiment une équipe de jeunes derrière le bar, une vingtaine d'années, pour aussi développer le bénévolat et aussi montrer une idée de transmission
de l'événement. Et qui correspond évidemment aux valeurs, évidemment, puisque c'est de la danse partagée aussi. C'est très ouvert, on le redit, vous n'êtes pas obligé de maîtriser. Vous ne connaissez pas les sets, vous ne connaissez pas les pas de danse. Soit vous allez faire un stage, soit en tout cas vous venez profiter de la musique. Oui, et voilà, il n'y a pas d'obligation. Sur le tas, ça marche très bien. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Vous ne les poussez pas non. sur on invite les gens à rentrer dans le cercle et à faire avec nous. Voilà. C'est très convivial. Coup de parquet, c'est donc le dernier week-end des vacances d'automne, le 31 octobre et samedi 1er et dimanche 2 novembre prochain. Rendez-vous est pris. Alors, ça, c'est ce samedi. Et attention, puisque c'est une représentation unique, Jérôme Côme, vous êtes auteur et metteur en scène de ce spectacle. C'est un spectacle, c'est un week-end autour de la libération à Vibraye. Et à cette occasion-là, vous avez monté un spectacle. Alors, c'est quoi la genèse de ce projet ? C'est une commande de la ville de Vibraye. En fait, c'est dans le cadre du Monument du Mois qui tourne chaque année dans un village du Perche-Sartois. Cette année, c'est à Vibraye. Et il y a 10 ans, j'avais déjà fêté avec Vibraye le bicentenaire de l'incendie de Vibraye. Il y a eu un énorme incendie en 1814. On avait fêté le bicentenaire. Et du coup, la mairie avait envie de recommencer à faire un spectacle avec des figurants, avec des gens de Vibraye, et bien de plutôt fêter, comme on est dans les anniversaires 44-45, de fêter la libération de Vibraye en partant de l'histoire, de l'historique, de ce qui s'est passé à Vibraye. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous êtes plongé dans les faits de la libération à Vibraye. Il s'est passé des choses... alors, on ne va pas spoiler le spectacle. Non, il s'est pas passé des choses extraordinaire à Vibraye, puisque sinon ce serait marqué dans les annales. Mais le cercle historique de Vibraye donc, a déjà fait toutes les recherches. Donc moi j'avais un carnet jour après jour de ce qui s'est passé pendant la libération, et on a retrouvé aussi un carnet d'une dame en fait très âgée à Vibraye qui a dans son armoire retrouvé le carnet de sa maman, qui a écrit pas tous les jours, mais tout au long de la Seconde Guerre mondiale, depuis que son mari est parti à la guerre jusqu'au moment où il est revenu prisonnier d'Allemagne. Donc je suis parti de ce carnet comme un fil rouge pour relier en fait finalement l'histoire à la vie de tous les jours et la vie humaine. Et alors ce spectacle, il y a des figurants, des habitants de Vibraye qui vous accompagnent. Donc c'est vraiment une création totale avec pas mal. Enfin, il y aura pas mal de gens qui participeront à ce spectacle. Oui, il y a beaucoup de monde parce qu'en tout on est 60 figurants. Sans compter les collectionneurs qui viennent avec leur voiture aussi, les Jeeps, les GI qui ne seront pas très américains mais qui seront là. Et il n'y a pas que des Vibraysiens, il y a des comédiens amateurs qui me suivent de la Ferté-Bernard, du Mans, voilà, qui sont venus se joindre. Il y a les Fracassés qui est une troupe amateur de Vibraye. Certains ont participé. Et puis voilà, il y a aussi des gens qui ont juste voulu participer, qui n'ont jamais fait de spectacle, qui n'ont jamais participé à ce genre de manifestation et qui osent, samedi, osent participer parce qu'il fallait du monde, j'ai pris tous ceux qui avaient envie de participer. Et c'est déambulatoire puisque le rendez-vous, il est place de l'Hôtel de Ville à 17h, puis ça va vers le parc du Presbytère, donc j'imagine que ça veut dire que ça évolue un petit peu. En fait, il y a 2 tableaux. Il y a le tableau à la mairie, en fait, qui va plutôt raconter toute la Seconde Guerre mondiale, parce que je ne voulais pas parler de la libération. Oui, sans contextualiser, évidemment. Contextualiser pour ça donne vraiment envie qu'on se libère à la fin, voilà, qu'on détruise le drapeau nazi à la fin. Et après, en fait, la deuxième partie, c'est dans un deuxième tableau au jardin du Presbytère, où là, c'est plutôt l'année 45, après la libération, où on est plutôt sur le côté bal, la victoire, le parquet. Alors, il y a toujours des trucs un peu sombres en 45, mais au moins, on est vers... quelque chose qui s'ouvre, en tout cas. Et on fête la libération, exactement. Voilà. Et puis, alors, je le faisais remarquer, puisque vous êtes en costume, vous avez travaillé avec une costumière qui a habillé, justement, tous ces personnages. Oui, parce que comme j'écris, que je mets en scène, que je coach un peu tout le monde, j'avais envie d'avoir avec moi une costumière. Donc, c'est Yelena Lucic qui travaille avec moi depuis un petit moment et qui a géré le fait d'habiller 60 personnes en costume d'époque.
choc, oui, ce qui est pas une mince avec tout affaire. ce qu'on pouvait chiner à droite et à gauche, des 2 troupes amateurs de la Ferté et de Vibray qui nous ont prêté des costumes, voilà, entre ce que les gens peuvent avoir, qu'on peut arranger, customiser, et puis ce qu'on a pu nous prêter à droite et à gauche, quoi. C'est ça. En fait, peut-être un des enjeux aussi, c'est de ne pas faire trop d'anachronisme, d'arriver à suivre un peu l'histoire. Et en plus, en extérieur, avec autant de monde, c'est forcément... c'est le jeu aussi. On sait que sur 60 personnes participantes, il y aura peut-être des petits accros, mais ça fait partie du jeu. Forcément, d'avoir une période comme ça très précise, c'est un enjeu particulier dans l'écriture et dans la mise en scène. Ah oui, c'est un enjeu. Et puis, autant fêter l'anniversaire d'un incendie de 1814, bon, voilà, c'était assez, entre guillemets, simple. C'était des faits historiques et puis on rajoutait de la romance. Autant toucher à la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu plus compliqué, même dans le contexte actuel, puisque on vit des choses dans les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Si vous parlez de juifs, si vous parlez de nazis, tout ça, ça touche encore. Bien sûr. Il y a des gens à Vibray qui ont vécu encore la Seconde Guerre mondiale en enfant. Donc tout ça est plus particulier. On marche sur des œufs, on fait attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. On ne veut pas parler de spécialement dénoncer des collabos de Vibray et des résistants de Vibray. Oui, bien sûr, mais par contre, ça fait des parallèles par contre avec des situations que l'on peut vivre aujourd'hui. Et c'est important aussi justement ces moments de commémoration, mais aussi de se remémorer, de raconter aux plus jeunes l'histoire, même nous, de se la remémorer puisqu'on n'y était pas. Pour éviter que ça se reproduise. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a malheureusement des choses qui reviennent ou qui, en tout cas, y ressemblent fortement. La même barbarie est là ailleurs. Et du coup, c'est très important, un devoir de mémoire, de se rappeler de ça pour certains, de le découvrir pour d'autres. Et puis après, le devoir aussi de se dire, c'était comme ça à Vibray, c'était comme ça dans tous les petits villages de la Sarthe. Donc, et qu'on n'était pas dans... J'essaye aussi de casser des mythes sur certaines choses pour que les gens se rappellent un petit peu, plongent en fait dans ces années-là, ces années sombres, et revivent la libération de manière pas que enjouée en fait, mais que voilà, on a essayé vraiment qu'il n'y ait pas trop d'années. Après, c'est pas un film qu'on fait, donc j'ai pas les moyens de refaire tout le centre-ville de Vibray, mais on a essayé. Voilà, il y a une peintre qui a repris un peu la mairie, on a fait un peu de décor, on a essayé on essaie au maximum, en tout cas, de plonger le public dans voilà, cette libération de Vibray, mais comme vous avez dit, ça va se faire qu'une fois, donc il n'y aura pas d'erreur puisque ça sera une seule fois. Exactement, et beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez rencontré des habitants qui étaient jeunes pendant la libération? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir profiter de ce spectacle? Oui, il y a notamment celle qui a trouvé le carnet. Ouais. En fait, elle avait 7-8 ans le jour de la libération. Donc, elle m'a raconté des choses qu'elle se rappelle. Ouais, donc plus pour elle, ça va être assez raconté. exceptionnel. C'est fantastique parce qu'elle a déjà rencontré la petite comédienne de 8 ans qui va jouer son rôle. Voilà, il y a très peu de personnages réels dans mon histoire. Il y a des personnages réels qu'on a pu prendre, la femme du maire, enfin voilà, des choses, et notamment Madeleine, voilà, Mado, qui est vrai en fait. Puis après, j'ai rajouté des personnages qui existaient, mais il n'y a pas vraiment de nom particulier. Bien sûr. Voilà. C'est une belle aventure, en tout cas, qu'on peut partager. Puis comme vous le disiez, c'était à Vibray, c'était voilà, un peu partout dans les villages ruraux en Sarthe. Donc c'est un moment intéressant, évidemment, pour les habitants tout autour, mais pour tout le monde d'aller voir ça, de réfléchir et de se remémorer et de revoir. Et puis, voilà, d'avoir un beau spectacle aussi en costume avec des décors, vous le disiez, même jusqu'aux voitures. Donc il y a plein de surprises, j'imagine, avec ces 60 comédiens et comédiennes. En tout cas, une belle aventure, un bon voyage dans le temps. Ça, c'est samedi à 17h, rendez-vous à l'Hôtel de Ville. C'est samedi à 17h, rendez-vous à l'Hôtel de Ville. Après, tout le week-end, il y a un campement organisé par le musée de la paix de Semur-en-Vallon qui va être là samedi et dès demain soir jusqu'à dimanche. Oui, donc tout au long, on peut un petit peu de plonger un peu plus dans le campement des GI, et le spectacle est à 17h et durera 2 heures.
Donc voilà, rendez-vous est pris. Ça, une seule fois, mais vous avez 2 heures voilà, pour en profiter. Et ben, on vous souhaite une bonne libération, une bonne relibération 80 ans après de vibrer. Et puis on n'oublie pas d'aller danser au Balk Folk avec Coup de Parquet. Merci à tous les deux d'être venus parler de votre programmation. Et nous, on se retrouve après les vacances sur LMTV le jeudi à 19h.